Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment que vous passez tous aussi d'excellentes lectures. Pour ma part, eh bien, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une petite vidéo update lecture qui sera pas si petite que ça je pense puisque pour les livres de la semaine passée, j'ai quand même dévoré 4 livres, donc j'ai tout ça à vous présenter. Au programme du jour, il y a un petit peu de tout. On va commencer avec un roman policier, on va partir sur du contemporain et ensuite il y aura 2 petits livres jeunesse. Donc je pense que je vais pas faire traîner cette introduction plus longtemps, sinon la vidéo risque juste d'être interminable. Mais avant de me lancer, avant de vous parler du premier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, je voudrais m'excuser si vous entendez les chiens qui n'arrêtent pas d'aboyer. Ça fait quelques temps qu'on entend un chien dans le village qui n'arrête pas d'aboyer toute la journée. Donc je m'excuse par avance si vous l'entendez, j'y peux pas grand chose. Et je suis pas franchement assez douée en montage pour pouvoir enlever juste ce petit bruit de fond s'il est présent en montage. Mais c'est agaçant, je le sais, j'en ai conscience et j'en suis désolée. Bref, trêve de blabla, on y va, c'est parti. On commence avec le premier livre que j'ai lu cette semaine. Enfin, j'avais commencé sur la semaine passée, je l'ai terminé lundi dernier. C'est La sorcière de Camilla Lagerberg, paru aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Tome 10 et probablement, apparemment, peut-être le dernier de la saga, Erika Falk et Patrik Edstrom. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, c'est une saga qui se passe en Suède dans un tout petit village côtier qui s'appelle Fjällbacka. Et dans ce village vivent Erika et Patrik. Erika Falk, c'est une autrice qui est maintenant très très connue en Suède et sa spécialité c'est d'écrire des livres, pas vraiment des romans policiers, c'est plus des espèces d'enquêtes sur des cold cases, si je puis dire. Elle va aller déterrer un petit peu des affaires qui sont clôturées depuis des années, des affaires qui ont fait grand bruit en Suède. Maintenant que les années ont passé, elle va essayer de retrouver certaines des personnes qui étaient impliquées au moment des faits, essayer d'apporter une autre vision, puis les techniques ont changé, les méthodes de recherche ont peut-être évolué aussi, donc elle essaye d'apporter un regard nouveau sur ces affaires et ça a pas mal de succès. Erika est mariée à Patrik Edstrom qui lui est policier au commissariat local de Tanumshid. Donc on suit à la fois leur vie de couple, leur vie maritale, leur vie familiale et aussi le travail de Patrik avec tous ses collègues qu'on a appris à connaître petit à petit sur les 10 tomes. Prendre un livre d'Erika Falk et Patrik Edstrom, c'est un petit peu comme retrouver des amis. Et le lien entre Erika et Patrik se fait très souvent puisque Erika aime bien fouiner un petit peu, aime bien donner son avis sur certaines choses et souvent les livres sur lesquels elle enquête se retrouvent mêlés d'une manière plus ou moins proche aux enquêtes en cours au commissariat. Donc c'est assez souvent qu'il lui demande son aide et ils s'aident mutuellement comme ça. Il lui laisse accéder à certains dossiers qu'elle n'aurait pas franchement toujours le droit d'avoir et en échange elle les aide avec quelques informations qu'elle peut avoir et qui seraient un petit peu plus difficiles à obtenir pour eux, leur uniforme, tout ça, les gens n'ont pas forcément toujours envie de leur raconter certaines choses. Avec Erika ça passe assez souvent un petit peu mieux. Dans ce 10e tome, La sorcière, Camilla Lagerberg nous propose une chose qu'elle n'a encore jamais faite, c'est-à-dire un récit sur 3 temporalités. On a tout d'abord la temporalité qui se passe 30 ans en arrière dans le passé, ça c'est l'affaire Stella, l'affaire sur laquelle Erika est en train d'écrire son histoire. Alors je vais essayer de vous résumer tout ça, tout ce livre du mieux que je peux, ça va être un petit peu compliqué. Donc l'affaire Stella, c'est une affaire qui s'est déroulée 30 ans auparavant. Dans une petite ferme à Fjällbacka, en bordure de forêt, vivait Stella Strand avec sa sœur aînée, ses parents. C'était une petite fille pleine de vie, elle avait 4 ans, elle croquait la vie à pleines dents, vraiment une vie tout ce qu'il y a plus de banal, au grand air, elle aimait beaucoup profiter de la nature. Et un jour, elle va être gardée par 2 adolescentes du village, c'est une chose assez courante. Ces 2 adolescentes, ce sont Hélène, d'une part, qui est la fille de personnes très influentes à Fjällbacka. Son père est le président du Rotary, sa mère organise tout un tas d'événements mondains locaux. Et pour ses parents, le paraître, la réputation, c'est vraiment ce qui prime, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et Hélène va garder Stella avec sa meilleure amie, Marie.
Alors elle, c'est vraiment le mode de vie à l'opposé de ce qu'on peut retrouver chez Hélène, puisque chez Marie, c'est violence conjugale, c'est vol, c'est délit de fuite, c'est tout ce que vous voulez. C'est une famille qui est vraiment très bien connue de la police. Vous vous doutez bien, les parents d'Hélène n'approuvent pas franchement cette fréquentation. Ils ont d'ailleurs interdit aux deux jeunes filles de se fréquenter. Mais bon, là, faut faire une exception pour ce babysitting, d'autant plus que le père de Stella est très connu, il me semble, qui tient la banque ou quelque chose comme ça. Donc voilà, le père d'Hélène fait un petit peu une exception parce que, encore une fois, le paraître, c'est très important. Les deux adolescentes vont donc garder Stella, elles vont aller se balader avec elle, elles vont passer un super après-midi. Seulement voilà, c'est les dernières personnes à l'avoir vue vivante puisque le corps de Stella va être ensuite retrouvé quelques heures plus tard dans la forêt, inanimé. Et on ne sait pas qui a fait ça. Assez rapidement, les deux jeunes filles vont avouer avoir battu à mort la fillette avant de se rétracter. Bon, elles ont été jugées coupables puisqu'elles avaient avoué avant de se rétracter, mais comme elles n'étaient âgées que de 16 ans, elles n'ont pas eu de conséquences pénales, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas allées en prison, elles ne sont pas allées dans un établissement spécialisé. La seule chose qui s'est passée, c'est pour Marie, elle a été retirée de sa famille et placée dans des familles d'accueil. C'est les services sociaux qui ont pris le relais sur le service judiciaire. 30 ans ont passé, 30 ans pendant lesquels à la fois Hélène qui continue à vivre à Fialbaca avec son mari et son fils, et Marie qui, elle, à l'opposé, s'est servie de cette histoire pour monter une carrière incroyable, c'est une grande célébrité aux États-Unis, n'ont cessé de clamer leur innocence. On est maintenant dans le présent, sur la deuxième temporalité, et dans cette ferme dans laquelle vivait Stella, vit maintenant une petite fille du nom de Néa qui a elle aussi 4 ans. Les parents de Néa ont pu acquérir cette ferme avec ses terres en bordure de forêt à un prix dérisoire puisque, voilà, avec l'histoire qu'il y a autour, eh bien, pas grand monde n'avait franchement envie d'acheter cet endroit. Ils se sont dit, mais c'est pas grave, nous on déborde de joie de vivre, on va essayer de mettre de la bonne humeur dans cet endroit qui est quand même marqué par un drame terrible. On va faire tout ce qu'on peut, c'est une famille vraiment très très heureuse. Seulement voilà, un matin, Néa va disparaître. Son corps va être retrouvé à l'emplacement exact de là où on a retrouvé celui de Stella 30 ans auparavant. Drôle de coïncidence quand même, elles habitent la même ferme, elles ont le même âge. En plus de ça, Marie, qui est donc une grande célébrité comme je vous disais maintenant aux États-Unis, revient pour un tournage à Fialbaca pour la première fois depuis 30 ans. Est-ce qu'il y aurait un lien ? Est-ce que les filles qui clament leur innocence depuis 30 ans étaient finalement coupables? Si elles ne le sont pas, qui a refait le coup? Est-ce que c'était un imitateur? Est-ce que c'était la même personne? Je ne vous en dis pas plus, ça c'est vraiment pour les deux temporalités, l'enquête, l'histoire un petit peu centrale de ce 10e tome. Et je vous le disais, Camilla Lackberg a eu envie, avec ce 10e tome, de nous proposer une 3e temporalité. C'est vraiment celle qui est la moins présente sur le livre, c'est que quelques pages par-ci par-là. Et on est des années en arrière, puisque pour le coup, on est au XVIIe siècle, à l'époque de la chasse aux sorcières. Et on suit une jeune femme qui va perdre son mari, qui va être seule avec sa fille. Et la seule solution qu'elle va trouver, c'est de devenir un petit peu la bonne, la femme de chambre, la femme à tout faire de sa sœur, qui est mariée à un pasteur, donc au presbytère, grande demeure, une certaine prestance, jusqu'à ce que certaines choses arrivent. Je ne vous en dis pas plus, donc ça c'est la 3e temporalité de ce récit. Voilà, j'espère que j'ai réussi à résumer cette belle brique qui fait quand même près de 700 pages. Maintenant, on va enfin pouvoir passer à ce que j'en ai pensé. Il faut savoir que la saga Erika Falk et Patrick Hellstorm, c'est une saga que j'adore. C'est l'une de mes sagas policières favorites puisque elle a une valeur un petit peu sentimentale. C'est en prenant le premier tome, La Princesse des Glaces, que je me suis rendu compte que je pouvais adorer les thrillers, les romans policiers et ça m'a donné envie de découvrir plus de ce genre. Donc voilà, j'ai toujours attendu avec impatience la sortie d'un tome, j'ai toujours dévoré cette saga, donc j'avais vraiment hâte de me plonger dans celle-ci. On va commencer par tous les points positifs. Déjà, ça a été un bonheur de retourner à Fialbaca, il y a vraiment de belles descriptions. Voilà, c'est comme retourner à la maison, je vous le disais tout à l'heure, et on a l'impression vraiment d'être dans ce petit village côtier avec l'air marin. Ça fait du bien, c'est dépaysant, ça nous fait voyager, chose qu'on ne peut pas faire en ce moment, donc ça c'était vraiment chouette. En plus de ça, on retrouve tous les personnages qu'on a côtoyés depuis 10 tomes et c'est comme retrouver une bande d'amis, ça c'est vraiment toujours super chouette. La deuxième chose qui est vraiment chouette dans ce tome-ci, c'est que Camilla Lackberg a choisi d'aborder beaucoup de sujets. Alors,
À la fois c'est dans les points positifs mais c'est aussi dans les choses que j'ai un peu moins appréciées parce que je trouve qu'il y en a trop. On va entre autres parler bien évidemment de disparition d'enfants, des conséquences que ça peut avoir sur les parents, sur la famille, sur l'entourage, mais aussi sur les policiers qui ont eux aussi des enfants. Et bien sûr, ils s'imaginent à la place des parents. On va aussi parler de la crise migratoire et de cet entre-deux dans lequel se retrouvent les personnes qui sont expatriées. Elles sont dans un pays qu'elles ne connaissent pas, donc elles ne parlent pas forcément la langue. Ils sentent pas vraiment chez eux, c'est pas leur habitude, c'est pas leur tradition, c'est pas du tout dans le cas-ci la même météo non plus, donc ça demande vraiment une adaptation. Ils ont vraiment envie de s'intégrer, mais on a un pays qui, à côté, les voit d'un mauvais œil et qui ne les aide pas, franchement, à s'intégrer. C'est un petit peu cet entre-deux qu'on nous décrit dans ce livre-ci, et il y a des passages que j'ai trouvés très forts, que j'ai trouvés très émouvants. Il y a de beaux messages qui sont abordés à travers cette thématique. On va aussi parler de nombreux sujets à travers la vie plus privée des personnages, notamment la reconstruction amoureuse, notamment la vie de famille aussi quand on a un certain nombre d'enfants, quand on travaille tous les deux, c'est toujours évident de trouver du temps, s'occuper des enfants, travailler, prendre du temps pour soi. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce livre et ça fait plaisir. On ne s'ennuie pas, elle a vraiment étalé tout un tas de problématiques sur la table. Et voilà, je reprenais toujours ma lecture avec plaisir. En plus de ça, la plume de Camilla Läckberg, elle est vraiment super fluide. Une fois qu'on commence ce livre, c'est vraiment difficile de le lâcher. Il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de rythme. Toute cette temporalité alternée, eh bien finalement, ça donne envie de continuer à lire notre livre puisqu'une fois qu'on a terminé un chapitre, on revient à une autre temporalité. La dernière fois qu'on avait croisé cette temporalité-là, on avait fini quand même sur un petit cliffhanger, sur un petit suspense. Donc bien sûr, on a envie de continuer et le rythme est vraiment bien dosé, je trouve, dans ce livre-ci. Après, je vous l'ai dit, il y a des choses que j'ai un peu moins appréciées dans ce 10e tome et je vais être claire, pour moi ce 10e tome c'est le moins bon de la saga. J'ai lu par-ci par-là que ce serait apparemment le dernier, en tous les cas Camilla Läckberg aurait dit qu'elle fait pour le moment une petite pause dans cette saga. Est-ce qu'elle la reprendra un jour ou pas? J'en sais rien. Et j'ai envie de dire, en lisant ce 10e tome, c'est pour le mieux. Peut-être que ça s'essouffle un petit peu, peut-être qu'elle manque d'idées, mais comme je vous l'ai dit, elle abordait beaucoup de sujets dans ce tome-ci, alors c'est un point positif, mais j'ai trouvé qu'il y en avait vraiment trop. J'avais l'impression que Camilla Läckberg s'était posée, s'était dit bon, dans cette saga, j'avais envie d'aborder tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On arrive vers la fin, et ben allez hop, je mets le paquet, je mets tout dans ce livre-ci. Il y en a trop, même si on a 700 pages, ça fait que tous ces sujets, on aurait pu les creuser plus en profondeur si on en avait moins abordé. Et ça aurait été peut-être plus fouillé, ça aurait été peut-être plus intéressant au niveau des thématiques en tous les cas, puisque ça ne gâche en rien l'enquête qu'on a. Et la deuxième petite chose qui m'a un peu dérangée dans ce récit, c'est cette troisième temporalité qui se passe au 17e, à l'époque de la chasse aux sorcières. Honnêtement, je ne vois absolument pas ce qu'elle vient faire dans ce livre. Pour moi, elle n'apporte rien à l'histoire principale. Voilà, encore une fois, j'ai eu l'impression que Camilla Läckberg s'est dit « Ah, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre qui se passe au 17e sur la chasse des sorcières. Bon, c'est l'occasion, je trouverai bien un moyen à la fin de lier le tout ensemble. Parce que pour moi, le lien qu'on nous donne à la fin, l'explication qui permet de lier ces trois temporalités, concernant celle du 17e à l'époque actuelle, je la trouve quand même sacrément bancale. Je trouve que ça tient pas, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et en plus de ça, on avait des descriptions très graphiques dans les derniers passages qui se passent au 17e de scènes de torture. C'était juste horrible, horrible. Moi qui ai beaucoup de mal avec tout ce qui est gore, sang, etc. Je les ai lus parce que j'ai beaucoup de mal aussi à sauter des passages. J'ai pris vraiment sur moi, j'ai lu ces passages, j'ai eu des hauts le cœur à certains moments, c'était difficile. Et en plus de ça, finalement, je trouve que ça n'a rien apporté à l'histoire. C'était un petit peu du gore pour du gore et j'ai pas compris. Voilà, j'ai vraiment pas compris l'utilité de cette thématique, si ce n'est ajouter des pages. Le début, je l'ai trouvé assez lent à se mettre en place. Mais une fois qu'on commence à voir les liens se créer entre toutes ces temporalités, en tous les cas, entre les deux principales, hein, on est d'accord, eh bien j'ai trouvé que ça se lisait vraiment très très rapidement, c'était prenant. Là c'était vraiment le Camilla Läckberg que j'ai envie de lire, que j'étais contente de retrouver. Après, j'ai pas eu de grosses révélations finales, j'ai pas eu le cerveau complètement retourné, je me suis pas dit « What ? C'est pas possible !» Ce qui était arrivé avec tous les tomes précédents et ce que je m'attends à trouver en lisant un roman policier ou un thriller. Pour moi là-dessus, il était un petit peu moins réussi. 700 pages, il aurait pu en faire 200 de moins et être plus haletant et sans cette temporalité complètement inutile pour moi. Bref, vous l'aurez compris, une bonne lecture parce que j'ai aimé retrouver Fialbaka, j'ai aimé retrouver les personnages, mais j'en ressors assez mitigée quand même.
On passe tout de suite au livre suivant, ce qui va me faire du bien parce que mine de rien, il pèse son petit poids et je commence à avoir mal au bras. Après toutes ces descriptions un petit peu trash, un petit peu gore, ce côté très noir, très sombre du roman policier, j'avais envie de quelque chose d'assez léger. Donc je me suis plantée devant ma palle et je me suis dit bon allez, qu'est-ce qui me fait envie? Et là je suis tombée sur ce livre-ci, On met longtemps à devenir jeune, de Christine Jusanx, paru aux éditions Pocket. Un livre dont je n'avais mais jamais entendu parler. Je m'en souviens très bien, je l'ai pris sur les rayonnages d'Emmaüs. J'ai vu la couverture, je me suis dit « Ah, Paris, ça a l'air sympa ». Le titre m'a interpellée, On met longtemps à devenir jeune. Est-ce que ça parlerait de la jeunesse, profiter de la vie? Est-ce qu'on met longtemps à vraiment profiter de la vie? Et en lisant la 4e de couverture, je me suis rendu compte que c'était l'histoire de Jeanne qui vient d'être mise à la retraite un petit peu de force, une retraite anticipée. Elle a 59 ans et elle a un rêve, c'est de retourner vivre à Paris, où elle a vécu dans sa jeunesse. Elle aimerait beaucoup avoir un appartement avec vue sur la Tour Eiffel, mais c'est pas franchement dans ses moyens financiers. Donc elle se dit, eh bien je vais faire une colocation, mais elle a une idée très précise du colocataire qu'elle souhaite. Ce serait dans l'idéal un jeune étudiant étranger ou alors un quadragénaire qui serait en train de refaire sa vie avec des enfants dans l'idéal, puisque comme ça elle pourrait garder les enfants, on serait un petit peu donnant-donnant. Mais elle veut un homme, voilà, elle pense que si c'est une femme, probablement plus jeune qu'elle, elle va se comparer, se dévaloriser, voilà. Elle veut que ce soit un homme. Donc elle met cette petite annonce et assez rapidement, elle va trouver un colocataire en la personne de Polo, qui est un jeune étudiant franco-brésilien, il me semble. Et voilà, c'est sa vie à Paris, c'est sa rencontre avec Polo, son installation. C'est ce que nous promettait la 4e de couverture en nous disant un roman plein d'humour et de tendresse avec une héroïne attachante et plus jeune que jamais. On va le dire tout de suite. Avec moi, ça l'a pas franchement fait. Oui, cette semaine, début de semaine, les lectures, ça a été plutôt des déceptions, mais c'est pas grave, c'est comme ça arrive. J'ai bien aimé la première partie de ce livre, la partie où Jeanne s'installe à Paris. On a vraiment une immersion dans la vie parisienne et on sent que l'autrice aime beaucoup la capitale, aime beaucoup Paris, les rues de Paris. On apprend quelques petites choses. J'ai vraiment été immergée, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y a de très belles relations entre des grands-parents et leurs petits-enfants, à la fois Polo et son grand-père, mais aussi Jeanne et sa grand-mère qui est maintenant décédée. Et il y a tout un message autour de ça. Il y a tout un beau message autour de l'héritage aussi, je trouve, à travers l'histoire de Jeanne, qui nous montre qu'un héritage, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut aussi être des rêves, ça peut aussi être des envies. Et je trouvais que c'était très très beau. Les liens entre les grands-parents et petits-enfants dans ce livre sont vraiment très forts. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. On va aussi parler de nombreux autres sujets. Encore une fois, je vous parlais dans ce livre-ci du travail et de la famille. Et bien là aussi, on va parler du travail et de la famille, mais sous une autre perspective. On va parler du travail qu'on aime, du travail qui est notre passion, qui prend beaucoup de place, quitte à parfois nous faire laisser de côté notre femme, nos enfants, etc. Et voilà, ça c'est les points que j'ai aimés dans ce livre et je pense qu'on va s'arrêter là puisque comme je vous le disais, globalement, ça a été un petit peu un flop pour moi. Il y a plus de choses que je n'ai pas franchement appréciées dans cette lecture que de choses que j'ai aimées. Même si j'ai trouvé que dans l'ensemble, on avait une belle évolution des personnages secondaires, notre personnage principal, Jeanne, je me suis pas attachée à elle. Voilà, il me manquait quelque chose. En plus de ça, elle avait toujours envie de raconter des anecdotes de son passé et tout était prétexte à revenir sur son passé. Ah, ça me rappelle dans mon enfance, blablabla. Ah, ça me rappelle des années plus tôt, blablabla. Et elle raconte souvent les mêmes anecdotes en plus, ce qui fait que voilà, on est plongé dans notre récit, on a l'histoire de Polo, on a l'histoire d'autres colocataires qui arrivent peut-être après dans le récit, et on a envie de savoir la suite, et pouf, voilà, elle nous coupe avec une histoire qu'elle nous a déjà racontée une ou deux fois, et j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant, elle me lassait en fait, voilà, Jeanne, elle me lassait. Il y a juste à la fin de l'histoire, quand on part vers autre chose, que ça devenait un petit peu intéressant au point de vue de ce personnage-là. C'est pas un personnage avec lequel j'ai adhéré. L'écriture, j'y suis restée assez hermétique malheureusement. L'humour décapant là qu'on nous promet sur la 4e de couverture, moi je l'ai absolument pas trouvé. C'est pas du tout un livre qui m'a fait rire. C'est un livre avec lequel j'ai passé un bon moment. C'était une lecture divertissante. Je la reprenais avec plaisir, même si, comme je viens de le dire, Jeanne, elle me tapait un petit peu sur le système parfois, que c'était un peu redondant. Mais voilà, c'était pas laborieux pour autant. C'est un livre qui fait même pas 300 pages, je crois. C'est ça, 285 pages avec beaucoup de dialogues. C'est écrit quand même assez gros. Donc voilà, ça se lit facilement, ça se lit rapidement. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait clairement quelque chose pour que ce livre me marque en fait. Je pense que c'est un livre que je vais rapidement oublier.
et qui va aussi rapidement partir à la boîte à livres, rejoindre tous les livres que j'avais dans mes bibliothèques, que j'ai lus, que je sais pertinemment que je ne vais pas relire et que je ne vais pas forcément prêter à des gens autour de moi. Donc voilà, une lecture divertissante mais sans plus, franchement j'ai pas grand chose de plus à en dire. La fin, je l'ai trouvée prévisible, vraiment arrivé à la moitié du roman, on a introduit un personnage, je me suis dit allez, hop hop, c'est casé, ça va finir comme ça. Malheureusement ça n'a pas loupé, donc aucune surprise là-dessus, pour moi c'est des choses qui sont déjà vues, donc oui, bof, voilà, dans l'ensemble bof, je me semble que j'ai mis 12 ou 13 sur Livradix, ce qui est pas extraordinaire. Les déceptions, ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis ça permet de mieux savourer les bonnes lectures qu'on peut avoir par la suite. Après ça, je suis passée à de la littérature jeunesse puisqu'il me restait 2 petits livres jeunesse que j'avais empruntés à la bibliothèque à lire assez rapidement. Je vois au moment où je vous tourne cette vidéo aller les rendre demain. Il y avait le week-end, je me suis dit j'ai rien de prévu, rien à faire, c'est l'occasion vraiment, je les dévore sur le week-end. Le premier, c'est Pax et le petit soldat de Sarah Pennypacker, illustré par John Klassen, paru chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre que vous avez probablement déjà vu puisqu'il a tourné pas mal pendant un petit moment. Il a reçu le prix du meilleur roman jeunesse 2016 par le Publishers Weekly. C'est un très beau livre dans lequel on suit l'histoire de Peter, qui est un jeune garçon qui a un renard apprivoisé qui s'appelle Pax, de qui il est très très proche. Il l'a trouvé quand il était tout petit renardeau, juste après le décès de sa mère. C'est vraiment ce renard qui l'a aidé à se remettre et il y a une fusion vraiment entre Peter et Pax. Voilà, c'est 2 êtres qui sont très fusionnels, qui se comprennent, qui s'entraident l'un l'autre. Peter, il a une vie pas forcément simple, son père, c'est pas forcément quelqu'un de très très sympathique. Et la guerre va arriver. Le père de Peter va s'engager et lui dire bah, tu vas pas rester tout seul à la maison, je vais t'emmener chez ton grand-père, mais bon, il est âgé quand même. Il a peut-être du mal à marcher de temps en temps, donc on va pas lui mettre un renard dans les pattes, faut que tu t'en débarrasses. Donc ils vont abandonner Pax en milieu de forêt. Peter va aller chez son grand-père et assez rapidement il va regretter, c'est pas possible, il n'est pas habitué, il est jamais allé dans une forêt comme ça tout seul, il sait pas chasser, c'est toujours moi qui l'ai nourri, c'est moi qui l'ai élevé, il va lui arriver quelque chose c'est sûr. Donc il fugue de chez son grand-père, il part à la recherche de son renard qui est quand même à 300 km de là, donc il s'engage dans un grand périple, dans un pays en plus qui vient d'entrer en guerre, comme je vous le disais. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on a un point de vue alterné. On est un chapitre du point de vue de Pax, qui est assez atypique quand même d'être placé dans la tête d'un renard, de voir la nature aussi à travers les yeux d'un renard, une nature en guerre. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on a toute une réflexion sur l'impact que la guerre peut avoir sur la faune, sur la flore, mais aussi bien sur les soldats, à travers le personnage de Vola, qui est une jeune femme qui va rapidement rencontrer Peter, sur les enfants dont les parents sont partis à la guerre, à travers le personnage de Peter aussi. C'est vraiment un livre sur la guerre, avec beaucoup de thématiques qui tournent autour de ça, surtout sur l'impact de la guerre. C'est un livre qui est très émouvant de par le lien très fort entre ce renard et ce petit garçon, mais malgré tout, c'est un livre duquel ressort, je trouve, une grande note d'espoir. C'est un livre plein de poésie, ponctué d'illustrations qui sont juste, voilà, très belles, je trouve, et qui agrémentent vraiment très bien le texte. C'est un récit qui est émouvant, bien sûr, mais qui n'est pas dans le pathos, j'ai envie de dire, parce qu'on parle quand même de guerre, on parle quand même de destruction par l'homme, de la nature, de destruction de forêts, de destruction d'animaux. Il y a des passages qui sont durs à lire, mais malgré tout, c'est un livre qui est lumineux, je trouve. Alors la fin, j'avais entendu dire qu'elle était extrêmement émouvante, que beaucoup de personnes avaient pleuré aussi en la lisant. Personnellement, j'ai pas eu les larmes aux yeux, j'ai pas pleuré, j'ai trouvé que c'était la bonne fin. J'ai trouvé que c'était la fin qui était justifiée, qu'elle était belle, qu'elle était forte, mais j'ai pas eu la grande vague d'émotions que je m'attendais à avoir en prenant ce livre. Mais j'ai quand même trouvé ce livre très beau, je pense qu'il me restera un moment à l'esprit et c'est un livre que je recommande vraiment aux plus jeunes comme aux plus grands. Il est plein de leçons de vie, il est plein d'espoir. J'en ai parlé un petit peu si vous avez regardé mon vlog. J'ai été assez déstabilisée au début de ma lecture par l'écriture. Voilà, c'est vraiment ce qui fait pour moi que peut-être j'ai été un petit peu distante avec cette histoire, que j'ai pas eu l'émotion que je m'attendais à avoir. C'est que j'ai trouvé l'écriture assez factuel, assez haché. Voilà, vraiment, on est sur les faits. Pax s'assoit, Pax regarde la forêt. Ça mettait une distance pour moi, il me manquait quelque chose au niveau de l'écriture. Enfin là, c'est une traduction, en l'occurrence. Mais sinon, c'est vraiment juste pour chipoter, juste pour chercher le petit détail, parce que c'est une très très belle histoire
que je vous recommande vivement. Et on arrive au bout de cette vidéo avec le 4e et dernier livre que j'ai dévoré cette semaine passée. C'est Poppy sauve le monde de Stéphanie Richard, paru aux éditions Sarbacane dans leur collection Pépix. Alors la collection Pépix de chez Sarbacane, je suis une grande fan, j'adore. C'est des petits livres qui se lisent vraiment très rapidement. Alors pour le coup c'est très jeunesse, ceux qui n'aiment pas forcément les livres trop jeunesse, je pense que ça va pas vous plaire. Mais on a beaucoup de dialogues, on a surtout beaucoup d'illustrations, c'est écrit gros. Les textes sont en général parsemés de petits jeux, de petits quiz. Voilà, un petit peu comme ça, ce qui peut être sympa pour les enfants, ce qui peut être sympa pour ceux qui commencent à lire parce que voilà, ça peut faire un petit peu gros pour eux, mais voilà, il y a des petits jeux, il y a des petites pauses dans le récit. Dans celui-ci, on suit le personnage de Popeline. Alors, c'est un tome 2, celui-là. Le premier, c'est Poppy la tornade, qu'on voit juste ici. Je n'ai pas lu le premier tome, mais ça m'a pas du tout dérangé pour lire celui-ci. Donc, on découvre le personnage de Poppy. Son vrai nom, c'est Popeline. Et on lui a dit qu'elle avait un pouvoir un petit peu extraordinaire, un certain troisième œil, qui fait que quand elle fixe vraiment quelqu'un profondément, qu'elle lui dit ses envies, eh bien cette personne n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Voilà, elle peut un peu hypnotiser les gens. Et elle a une amie dans sa classe qui vient du Bangladesh et c'est comme ça qu'elle va apprendre à l'école qu'au Bangladesh, ben, les enfants, ils n'ont pas forcément cette chance de pouvoir aller à l'école. Ils sont très souvent forcés d'aller travailler à l'usine puisque c'est un pays pauvre. Et bien sûr, ça va la scandaliser, ce qui est absolument normal. Et donc elle va se dire, eh ben tiens, c'est l'occasion de mettre mon pouvoir à bon escient. Je vais aller hypnotiser le président de la République lors de la commémoration du 8 mai et lui dire qu'il faut absolument qu'il fasse quelque chose à ce sujet-là. Ouais, voilà, rien que ça, hein. Poppy, elle est à peine dans les extrêmes, donc elle va partir dans un périple complètement barré. Alors les livres Pépix, je trouve que c'est complètement loufoque, mais en même temps, on aborde des sujets importants en toile de fond. Là, on va parler de l'exploitation des enfants dans les usines. Poppy et ses amis vont rapidement se rendre compte que, eh bien, l'exploitation des enfants qui est assez récurrente, assez fréquente dans les pays plus pauvres. C'est un livre à faire lire pour les enfants parce que c'est important. Ça permet de les sensibiliser à ça et ça permet aussi de leur montrer la chance qu'ils ont de vivre dans leur pays, la chance qu'ils ont de pouvoir aller à l'école, de pouvoir apprendre à lire, de pouvoir apprendre à écrire. C'est un sujet qui est quand même assez lourd. Et on se dit, mais ça va être un livre peut-être un petit peu plombant quand même. Mais c'est sans compter sur le côté mais complètement décalé. Poppy va se retrouver embarquée dans un Falcon avec le président de la République, direction l'Italie. Elle va croiser Al Capone au Vatican. Il y a des passages vraiment qui m'ont fait rire. Mais ce qui ressort de ce livre, c'est vraiment un fort message. Voilà, ce livre montre aux enfants qu'on peut avoir des causes qui nous tiennent à cœur et qu'on peut toujours agir pour soutenir ces causes, même quand on est un enfant, à notre échelle, il y a toujours des petites choses qu'on peut faire. Des petites choses plus des petites choses, eh bien ça peut amener à un changement. Ça peut amener à quelque chose de bénéfique. On n'a pas forcément besoin d'avoir un super pouvoir. Et d'ailleurs, les super pouvoirs, on apprend aussi dans ce livre que c'est pas forcément toujours une bonne chose, c'est pas forcément toujours un cadeau. Ce que j'aime beaucoup dans les livres Pépix aussi, c'est qu'on a plein de petites références. Là, je vous parlais d'Al Capone, c'est peut-être pas forcément une référence que va saisir un enfant qui lit ce livre. Mais quand on est adulte, c'est pas moi, il y a des passages qui m'ont vraiment fait rire parce que voilà, c'est bien trouvé, c'est drôle, c'est loufoque, mais en même temps, ça parle de sujets importants, ça le fait avec justesse, les messages est bien passé, j'adore. Et puis, comme je vous le disais, il y a les petites pages de jeu, il y a beaucoup d'illustrations, vraiment la collection Pépix, c'est une collection que je recommanderais facilement à des enfants de peut-être 8-9 ans, pas forcément CP parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, il y a quand même beaucoup de textes, mais voilà, juste après les premières lectures, c'est vraiment une collection que je recommanderais. Moi, en tous les cas, j'adore. J'ai envie de lire tous les livres de la collection Pépix. Je sais qu'en prenant un livre de cette collection, il y a peu de chances que je sois déçue. En général, je les dévore en 1h30, 2 heures. Je les lis d'une traite, mais je sais que je vais passer un bon moment. Donc encore une fois, ça a vraiment été le cas et j'espère prochainement, s'il est disponible à la médiathèque, pouvoir découvrir le premier tome et retrouver Popeline dans de folles aventures, je pense. Voilà, ça y est, c'en est terminé pour cette vidéo update lecture. J'ai parlé pendant je ne sais combien de temps, je suis complètement déshydratée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne si vous avez aimé cette update lecture à mettre un petit pouce vers le haut, c'est pas grand chose, mais ça fait plaisir, ça motive et c'est important pour la chaîne. N'hésitez pas, si vous voulez voir les prochaines vidéos et que ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les nouveaux abonnements ces derniers temps.
Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment super plaisir et surtout, n'hésitez pas à venir papoter bouquin dans les commentaires, je vous attends par ici. Si vous avez lu l'un de ces livres, envie de lire l'un d'entre eux ou juste venir me dire ce que vous lisez en ce moment, papoter bouquin avec vous, ça me fait toujours plaisir. Bref, j'arrête de blablater. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube. Prenez grand soin de vous, bye bye.